Дорогие друзья, добро Bonsoir, bonsoir chers amis, bienvenue à cette plateforme virtuelle de la Maison russe à Bruxelles. et bienvenue sur la plateforme virtuelle de la Maison Russe à Bruxelles. Сегодня мы продолжаем цикл виртуальных визитов в крупнейший музей русского искусства в Петербурге, Государственный русский музей. И делаем это с замечательной программой, замечательным проектом, реализуемым этим музеем, виртуальным музеем, который возглавляет Мария Гладких. И я рада вас приветствовать, Мария Юрьевна. Je suis ravie de vous saluer, chère Maria Yurna, parce qu'aujourd'hui, nous continuons notre cycle avec le musée russe qui sera présenté aujourd'hui par Maria Gladkir. Vous pouvez toujours réjouir nos spectateurs et ainsi en donnant la possibilité à nos spectateurs votre musée, même en visite virtuelle, qui devient en fait très réel. Ce n'est pas uniquement la vidéo, mais une vraie promenade à travers les salles du musée. Notre visite virtuelle au musée russe d'État à Saint-Pétersbourg, le musée principal de l'art russe en Russie, et de vous présenter encore une fois. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Maria Gladkir, la chef de la section virtuelle du musée russe à Saint-Pétersbourg. Et vraiment, nous sommes très chanceux parce que ce projet, le musée virtuel, est tellement bien fait, tellement bien élaboré que en nous promenant par des salles virtuellement, on a quand même l'impression presque d'y être et de se promener vraiment en réalité par ces excellentes, somptueuses salles du musée russe d'État à Санкт-Петербург. Как всегда, наша встреча проходит на двух языках, на французском и на русском, с синхронным переводом. Для того, чтобы продолжать на русском языке, вы можете ничего не делать или кликнуть, выбрать русский язык на иконке с изображением глобуса внизу справа от вашего экрана. И я рада приветствовать наших переводчиков, которые помогают нам сегодня. Comme toujours, notre rencontre d'aujourd'hui s'effectue en deux langues, en russe et en français, avec la traduction simultanée. Et pour nous suivre en français, vous pouvez cliquer sur l'icône du globe en bas à droite de votre écran et choisir la piste française. А теперь я еще раз приветствую Марию Юрьевну Гладких. Donc, encore une fois, je souhaite la bienvenue à Maria Gladkich et je lui passe la parole pour qu'elle nous raconte un peu quelle sera notre promenade d'aujourd'hui. Bonjour, bonjour chers amis qui sont plus près de chez nous et qui sont dans des pays plus lointains. Je sais qu'il y a des spectateurs qui se sont rejoints à nous, non seulement de Belgique et non seulement de Paris, de la Maison russe à Paris, qui est avec nous, qui fait partie des organisateurs de cette rencontre. Je sais qu'il y a aussi des spectateurs venant d'autres villes, d'autres pays. Grâce aux nouvelles technologies, les distances sont plus petites et donc ça nous donne la possibilité de nous rencontrer ici tous ensemble à Saint-Pétersbourg. J'espère que les mêmes rencontres vont suivre pour que vous puissiez découvrir d'autres villes russes. Alors, cette visite sera consacrée à l'anniversaire de la Maison russe. Cette année, la Maison russe célèbre ses 125 ans depuis son ouverture pour le grand public. Donc, pour la première fois, elle a ouvert ses portes il y a 125 ans et donc aujourd'hui, à l'occasion de cet anniversaire, nous continuons à le faire découvrir en racontant qu'est-ce que c'est comme musée. La première rencontre de ce genre a été consacrée à l'ouverture, à l'inauguration du musée russe et au concept d'où ça vient, d'où cette idée est venue. Alexandre III, l'empereur Alexandre III, qui avait sa collection de l'art russe et qui a eu cette idée de créer en Russie
en musée national, en musée d'État de l'art russe, où seront représentés les meilleurs chefs-d'œuvre des artistes russes. Donc, différemment des collections privées qui étaient donc composées en fonction des goûts et des visions des propriétaires. Aujourd'hui, cette rencontre sera consacrée à l'exposition du musée russe. Donc, nous allons faire une petite promenade virtuelle à travers les salles du musée russe. Nous allons commencer par vestibule, les salles de l'exposition, mais je ne vais pas anticiper. Donc, aujourd'hui, le musée russe occupe plusieurs bâtiments et bien sûr, chaque bâtiment méritera une visite à part. Mais aujourd'hui, nous allons nous consacrer sur le bâtiment du palais Mikhailovski qui accueille donc l'exposition principale du musée russe. Étant qu'il s'agit du musée national, musée d'État, pratiquement chaque œuvre d'art que vous allez voir est un véritable chef-d'œuvre. Et bien sûr, notre rencontre pourra durer des heures et des heures. Malheureusement, on n'a pas cette possibilité. Donc, on va faire un tour d'un seul étage, des 2 étages du palais Mikhailovski. Et j'ai un grand plaisir de vous présenter notre lectrice, responsable du département des visites et conférences, Valentina Gorlova. Alors, chère Valentina, à vous la parole. Bonsoir. Bienvenue. Comme Maria l'a dit, nous allons faire une petite promenade, un petit tour du musée russe, à savoir la partie de l'exposition qui est conservée dans le palais Mikhailovski. Le palais se trouve en plein centre de Saint-Pétersbourg, pas loin de l'avenue Nevsky. Le bâtiment a été construit sur le projet de Karl Rossi, donc l'un des principaux architectes de l'époque. Et ce bâtiment, le palais, appartenait au grand prince Mikhail Romanov, le fils cadet de l'empereur. Il a été le 10e enfant dans la famille, donc il n'avait aucune prétention sur le trône. Et le palais a été construit spécialement pour lui. Le palais ressemble à un manoir. Il est au fond de la cour d'honneur, de la cour d'apparat. Et donc, le grand prince, Mikhail, passait par cette belle grille décorée de l'aigle bicéphale. Et aujourd'hui, les spectateurs, les visiteurs du musée russe empruntent le même chemin et passent par la même porte. Lorsque le palais a été construit, l'escalier d'apparat a été son centre. C'est aujourd'hui aussi l'escalier que les visiteurs du musée russe prennent en arrivant au musée et l'empereur Alexandre III les accueille. Donc, à partir de 1900 c'est son nom que le musée porte parce que c'était justement son idée de lancer le premier musée d'État de l'art russe. Alexandre III a été un grand collectionneur. Il a eu sa propre collection de l'art russe, des œuvres de ses contemporains, donc des artistes qui vivaient et qui travaillaient dans la deuxième moitié du 19e siècle. Malheureusement, il est mort en 1894, donc il n'a pas pu réaliser son idée, mais son fils, Alexandre II, a finalement signé le décret lançant la construction du musée. Le palais donc, a été réaménagé pour devenir le musée et pour ouvrir ses portes au grand public il y a 125 ans. Donc, virtuellement, nous montons l'escalier, le grand escalier du palais Mikhailovski pour nous retrouver dans le grand vestibule. À partir d'aujourd'hui, les groupes de touristes partent pour découvrir les grands artistes russes. Le vestibule nous donne l'idée de l'appartenance du palais. Et il y a très peu d'intérieurs qui ont été préservés quand le palais est devenu musée.
Ici, vous voyez le sujet du triomphe qui domine parce que 7 ans avant l'inauguration du musée, l'armée russe a vaincu l'armée de Napoléon, donc dans la guerre de 1812. Donc c'est pour ça que le sujet, les motifs militaires dominent dans les décorations. Au tout début, la collection n'était pas très grande, à peu près 1500 objets, tableaux et toiles. Aujourd'hui, il s'agit de plus de 400 000 objets d'art qui font partie de la collection du musée russe. Donc, le visiteur, en passant à travers les salles, découvre l'histoire de l'art russe très riche, en commençant par la peinture médiévale. Près de 6000 icônes font partie de la collection. Les 4 premières salles ne présentent qu'une petite partie. Toutes les grandes écoles de Moscou, de Novgorod, de Pskov sont toutefois représentées dans cette exposition. L'une des icônes les plus anciennes qui fait partie de la collection s'appelle Ange aux cheveux dorés ou Archange Gabriel. L'icône a été retrouvée à la fin du 19e siècle et on n'a pas pu identifier l'école à laquelle cette icône appartenait, de Souzdal, de Novgorod. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit bien évidemment d'un chef-d'œuvre de l'ancien russe, l'archange Gabriel. La deuxième appellation, ange aux cheveux dorés, n'a pas été donnée par hasard. Vous voyez bien des petits fils, des cheveux très très fins aux couleurs dorées comme symbole de l'immortalité. Le type de visage d'archange ou d'ange appelé le type grec ou le type byzantin. La Byzance a été l'héritière de l'ancienne Grèce, de la Grèce ancienne. Donc, nous continuons notre promenade pour nous retrouver dans la salle qui présente les œuvres de l'école de Moscou, dirigée par Andrei Rublev, le fameux Andrei Rublev. Et donc, c'est l'une de ces icônes. Ces icônes se trouvaient autrefois dans la cathédrale d'Assomption de la ville de Vladimir. Aujourd'hui, ils font partie de la collection. Ici, vous voyez l'icône de l'apôtre Pierre avec la clé. Vous voyez des traits un peu lyriques, psychologiques, qui sont très caractéristiques à l'œuvre d'Andrei Rublev. L'icône exécutée avec une très grande virtuosité. Juste à côté de l'icône de l'apôtre Pierre, vous voyez l'icône de l'apôtre Paul, qui est toujours représenté avec soit la Bible, soit le manuscrit. Cette icône fait partie de la rangée de la déicis de l'iconostase, d'où l'orientation des figures. Les figures des apôtres sont orientées vers la figure centrale, qui est bien sûr Christ en gloire. En parlant de l'art russe ancien, il faut bien sûr se rappeler d'une autre école de peinture très ancienne, celle de Novgorod. Au moment du joug des Tatars et Moghols, c'est effectivement l'école de Novgorod qui connaît un épanouissement. Les sujets sont très variés. Les sujets venant de la Bible ou encore venant des apocryphes. Ici, par exemple, il s'agit d'un sujet qui s'appelle Descente aux enfers. Donc, Jésus-Christ, après étant monté vers les cieux, est aussi descendu aux enfers.
avec tous les princes de la Judée. Et ici, donc, vous voyez le Jésus-Christ qui tend la main à Adam et de l'autre côté, il y a Ève agenouillée. L'icône représente la force divine de Christ et notez bien la vivacité des couleurs très caractéristiques, encore une fois, de l'école de Novgorod. Dans chaque ville, il y avait les saints protecteurs. Donc, au Xe siècle, quand la Russie est devenue chrétienne, parmi les saints les plus aimés, c'était Saint Georges. Par exemple, le prince Yaroslav le Sage a été baptisé sous le nom de Georges. Vous reconnaissez bien le sujet. Ici, l'icône remplace en quelque sorte en livre pour les gens illettrés qui ne savaient pas lire. L'icône racontait les sujets de la Bible. Donc, vous voyez, il y a une image centrale entourée par des petites images racontant justement différents épisodes de la vie de Saint Georges, son emprisonnement, ses tortures, il a été martyr. Et donc, au centre, le sujet principal, Saint Georges qui sauve la princesse Yelisava. Il apprend qu'il y a une certaine force incarnée par le serpent qui a envahi, qui a occupé la ville, et donc la princesse a été donnée à ce serpent. Saint Georges s'adresse au Dieu et inspiré par Dieu, il combat le serpent, il commence à prier. Il lance son javelot, mais il ne perce pas le serpent. En fait, il apprivoise en quelque sorte le serpent par sa prière. Et finalement, la princesse Elisava met sur le cou, ou plutôt sur l'oreille du serpent, sa ceinture. Et donc, c'est la gentillesse qui triomphe. Notez bien la présence de la couleur rouge. La couleur rouge qui en russe veut aussi dire beau, tandis que la couleur blanche représente l'innocence. L'art russe ancien a existé pendant 7 siècles, à partir du Xe jusqu'au XVIIe siècle, tandis qu'à la fin du XVIIe siècle, un nouvel art apparaît, l'art laïque, qui connaît son épanouissement au XVIIIe siècle sous l'empereur Pierre le Grand. Les premiers artistes laïques qui apparaissent en Russie étaient étrangers. Parmi eux, Carl Bartolomeo Rastrelli, un Italien qui a été formé en France et qui est venu en Russie, a beaucoup travaillé en créant différentes représentations de Pierre le Grand, dont ce buste allégorique. Pierre le Grand est représenté comme une personnalité étatique, comme un guerrier, comme un commandant. Vous voyez tous les symboles guerriers, les symboles militaires qui accompagnent ce portrait. Et Pierre le Grand, d'ailleurs, a encouragé les jeunes artistes à poursuivre leurs études, leur formation à l'étranger, en allouant des bourses. Parmi ces jeunes, il y avait Ivan Nikitin. L'un de ses meilleurs portraits, le portrait du chef de guerre de Hetman. On ne connaît pas qui c'est exactement, mais c'est un personnage de l'époque de Pierre le Grand. Notez bien que justement le XVIIIe siècle se caractérise surtout par le genre de portrait. Mais Nikitin crée un portrait psychologique. Il montre la douleur, la tragédie que son personnage vit apparemment.
Juste après la mort de Pierre le Grand, plusieurs artistes ont effectué son portrait sur le lit de mort, dont Nikitine. C'est la technique prima. Notez bien la couleur. Il y a des nuances. Il y a des nuances rouges, par exemple, et d'où la perception, l'impression que la mort n'a pas encore touché le visage de l'empereur et on a l'impression qu'il n'est pas mort, il n'est pas décédé, il dort tout simplement. Nikitine était parmi les artistes préférés de Pierre le Grand et Nikitine semble ne pas croire que son empereur bien-aimé est décédé. La deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est aussi l'époque des portraits d'apparat, donc où les nobles est représenté dans tout son éclat. La technique est venue d'Europe. Il y a souvent comme décoration, comme fond de l'image, des parties de palais. Là, nous voyons donc en portrait d'apparat de l'empereur russe, Pierre III, qui est entouré par les symboles de la puissance de l'autorité d'empereur. Et il y a le manteau d'hermine. Et il y a le sceptre. Il y a le sceptre et l'orbe. Et notez bien les couleurs, encore une fois. Il y a le rouge, il y a l'or, il y a toutes les nuances du doré. Au XVIIIe siècle, une nouvelle technique arrive en Russie, c'est la peinture d'huile. Et une autre technique qui nous vient de la Byzance, celle de la mosaïque. Donc, comment ça se fait? On utilise le matériel de smalt, de safre. Après, on utilise le colle qui est produit des poissons. L'image, après avoir été composée et mise dans le poêle, où elle est figée, si vous voulez. Là, nous voyons le portrait d'Elisabeth Petrovna, qui est la fille de Pierre le Grand. Il s'agit aussi d'un portrait d'apparat. Sceptre, l'orbe, elle est entourée d'un ruban bleu. C'est l'ordre de Saint-André, fondé par Pierre le Grand. Donc, une décoration, la plus haute décoration qui existe en Russie. Donc, ce portrait témoigne l'époque d'Élisabeth. Ses contemporains ont laissé beaucoup de témoignages disant qu'Élisabeth a été très élégante, gracieuse, elle aimait bien se parer. Tous les témoignages sont très chaleureux. Si nous parlons d'une autre impératrice russe, Anna Ioannovna, là, par contre, les témoignages des contemporains ne sont pas si flatteurs. Ici, nous voyons une sculpture par Rastrelli, Anna Ioannovna. C'est son dernier grand œuvre qui lui a pris 10 ans. C'est aussi le temps du règne de l'impératrice Anna. Donc, elle est représentée au moment de son sacre. Nous voyons la couronne, la robe et le petit garçon qui lui donne l'orbe justement comme l'un des symboles de la puissance, de l'autorité des empereurs. Cette sculpture devait décorer la place devant le palais d'hiver, mais lorsque la sculpture a été achevée, l'impératrice est également décédée, donc elle n'a jamais
vu le jour en tant qu'élément décoratif du palais, elle s'est retrouvée directement au musée. La sculpture pèse plus de 6 tonnes, mais cependant, elle ne donne pas cette impression. Elle a l'air très, très élégant grâce aux éléments ciselés. Du XVIIe siècle, et il est arrivé ainsi que le XVIIIe siècle, dans l'histoire russe, était le siècle où en Russie était plutôt des impératrices. Et bien évidemment, la grande impératrice Catherine II. Devant nous, vous voyez le tableau de l'artiste peintre Dmitri Levitsky. Vous voyez Catherine II, c'est l'un des grands peintres, et le tableau est intitulé Catherine II, législatrice, la déesse de justice et justesse. Là, vous le voyez dans le coin, avec les yeux fermés, l'impératrice par sa main. Là, vous voyez, avec un geste, elle montre la victime. Et tout ce qu'elle fait, elle fait au profit de l'État. Au pied, à ses pieds, vous voyez le symbole de son pouvoir qui s'appuie uniquement sur la loi. Là, vous voyez un olivier qui est le symbole de la paix. Donc, la manière dont elle règne, c'est uniquement avec la paix. Là, elle a réussi à avoir des victoires maritimes et aussi terrestres contre la Turquie. Derrière, c'est pour ça, derrière, vous pourrez voir le symbole du bateau en tant que symbole de victoire maritime. Et la Russie est une puissance maritime, une grande puissance maritime. Le temps de pouvoir de Catherine II, c'est un temps favorable pour la Russie. Elle a eu beaucoup de correspondances avec Voltaire, Diderot. Il a admiré l'intelligence, le talent de Catherine II. Elle, de son côté, elle a suivi les conseils de Diderot, et c'est elle qui a introduit en Russie le système de l'éducation générale secondaire. Et là, ce ne sont pas uniquement les garçons, mais aussi les filles qui maintenant ont eu à avoir accès à l'enseignement secondaire. Et l'école qu'elle a instaurée, c'est l'Institut Smolny, qui se trouvait sur le territoire du monastère. Et elle a demandé le portrait des élèves de l'Institut Smolny. Il y en avait 7 élèves filles, et elles sont toutes tous dans la collection du musée russe. Dmitri Levitsky il a fait un portrait des élèves les plus jeunes de l'Institut Smolny. Là, vous voyez la fille qui porte une robe marron. Elle est la plus jeune parmi les élèves de l'Institut Smolny. À l'Institut, on a commencé à être inscrite à partir de l'âge de 10 ans. Les filles plus âgées, ils ont porté des robes de couleur verte. Et là, vous voyez sa copine aînée, elle démontre de belles manières et ses mouvements bien élégants. Je ne vais pas dire que les purement vertes, c'est plutôt bleu-vert. Et les diplômés ont porté des robes blanches. Et là, on pouvait distinguer les élèves par couleur de leur robe. Pour les jeunes, comme vous avez compris, des robes marron, puis bleu-vert et les robes blanches. Là, vous voyez le portrait d'Alemova. Là, vous voyez, c'est les diplômés de l'Institut Smolny, robe blanche, et là, elle joue de l'harpe, qui était l'art le plus harmonique du XVIIIe siècle. Vous voyez sa robe très élégante. Et si on la rapproche, là, on voyait un ruban avec avec de petits traits orange. Et dans les romans russes, on rencontre souvent l'histoire de ce ruban qui veut dire, qui témoignait de l'excellence de ses études. Et c'était un symbole
de l'excellence. Et là, elle a eu un chiffre qui a été décoré par un monogramme, et puis uniquement pendant le pouvoir de Paul, ce monogramme a été remplacé, monogramme de Catherine II. Et puis, l'Institut Smolny a existé jusqu'à l'an 1917, mais bien évidemment, ils ont eu beaucoup de souvenirs malgré les conditions très difficiles de leur présence au sein de l'Institut Smolny. Il fallait utiliser chaque minute avec de l'utilité. C'était de leçons, formation de musique, de danse, de la parole. Bien évidemment, elles n'ont pas pu rencontrer souvent les unes les autres et ils ont eu l'enseignant qui leur a donné des cours du théâtre français. Et puis, ces leçons étaient autant passionnantes qu'ils ont commencé à faire des mises en scène. Et là, vous voyez devant vous deux élèves de l'Institut Smolny, Kovanskaya et Khrushcheva. Là, c'est la mise en scène française. Et la fille que vous voyez à votre gauche, elle a joué un rôle masculin. Elle a bien évidemment, ça a apporté beaucoup de chagrin et de larmes parce qu'il y avait presque personne qui voulait jouer des rôles masculins. Là, sur cette scène, vous pouvez voir des bergers un berger qui invite une bergère à danser. Là, vous pouvez voir des visages très précis peints par Levitsky, mais malgré les traits peut-être pas trop standard. Elles sont les deux très belles. Et on voit qu'il est un grand maître d'art qui fait parfaitement les portraits. Là, on voit sa vision, leurs yeux. Puis on voit les éléments de ses costumes, de la robe de la fille qui joue la bergère. Et bien évidemment, elle nous fait plonger dans cette atmosphère. Puis, on se déplace dans la partie du musée où on peut faire connaissance à la première moitié du 19e siècle. Et maintenant, nous nous retrouvons dans la salle qui est appelée la salle blanche. Il y avait plusieurs salles, 4 salles principales. Et puis, bien évidemment, le nom de cette salle a été donné grâce aux couleurs, à la couleur des murs. C'est donc la salle blanche. Et on voit l'architecture intérieure. Et il a divisé là cet espace en 3 parties décorées par de grandes colonnes. Là, tout ce que vous voyez, c'est bien conservé et sauvegardé jusqu'à nos jours. On a la salle blanche, on appelait la salle de musique. Puis derrière la salle blanche ou le salon, vous pouvez voir la salle framboise ou carmeligne. Et puis devant vous sont ouvertes 2 plus grandes salles du palais. C'était la cantine et la salle de danse. Au musée, on l'appelle la salle académique parce que vous pouvez voir les objets d'art du premier milieu du 19e siècle et la première moitié du 19e siècle et bien évidemment l'épanouissement de la peinture historique dont l'un des créateurs était Karl Prolov avec la peinture la plus connue, Le dernier jour de Pompée. Tous les événements, bien évidemment, vous voyez, c'est l'an 79 après Jésus-Christ et le volcan Vésuve.
On voit la scène de l'amour, la scène divine, très bien peinte par Krylov. Au centre de la peinture, on voit la femme morte. C'était le premier mort qui a eu lieu dans cette ville. À côté d'elle, vous voyez son enfant. La grandeur de cette peinture et réside dans le fait qu'il n'y a pas de héros principal, de personnage principal. Ce sont toutes ces personnes qui sont le personnage principal. Là, vous voyez la composition inhabituelle. C'est comme une vague qui s'élève et puis qui descend de nouveau. En arrière-plan, vous pouvez voir un escalier. C'est la sortie de la ville d'où les habitants peuvent quitter cette ville. Et Brulov, il se passionne de ce sujet. Et lui-même, il veut prendre part à ces événements. Et là, vous voyez ce jeune homme que je vous montre. C'est lui-même, c'est son autoportrait, c'est l'artiste peintre Karl Brulov. Il apporte le plus précieux, l'objet le plus précieux, c'était une petite caisse, un petit caisson avec ses couleurs et ses pinceaux. Il essaie de s'en souvenir pour la dernière fois. Ce tableau, bien évidemment, a été exposé à Rome, puis à Paris. Elle a été récompensée de la médaille d'or. C'était le premier succès de l'artiste peintre russe dans l'espace européen. Puis, ce tableau a trouvé sa place dans l'Académie des Beaux-Arts pendant l'exposition temporaire. Puis, ce tableau a été racheté par Demidov, qui lui a offert à l'empereur Nicolas. Et après l'apparition du musée russe, ce musée a abrité ce tableau et maintenant, elle a retrouvé sa place digne au sein de ce musée. Je continue à vous faire découvrir l'art de la première moitié du 19e siècle dans la salle académique. Donc, Karl Brulov, vous pouvez voir ses tableaux aussi dans ces salles-là. Il était un bon portraitiste et il faisait beaucoup de paysages aussi. Et là, vous voyez le portrait de la princesse Yelena Pavlovna Charlotta Maria, princesse de Württemberg. Elle s'est mariée à l'âge de. Elle s'est mariée au prince russe et puis Nicolas Russe a parlé de la princesse Elena. Elena était une savante au sein de notre famille. Elle s'intéressait beaucoup à la zoologie, à la science botanique des plantes. Comment? Elle a fait sa connaissance avec Brulov en Italie et elle lui a commandé un portrait où elle est peinte avec sa fille Maria. Sur ce tableau, vous voyez le rideau rouge. Puis au fond de ce rideau, on peut voir le visage de Yelena Pavlovna, sa coiffure. Elle tient à sa main un foulard. Et vous voyez la virtuosité dans la peinture et description de cette écharpe ainsi que dans la texture de sa robe. On dit que chaque peintre a sa muse et c'est elle qui lui donne l'inspiration. Pour Brulov, c'était la comtesse Yulia Samoilova. Ses amis ont fait leur connaissance. Brulov a fait plusieurs portraits de comtesse Yulia Samoilova. Voici l'un d'eux. Là, elle s'éloigne du bal Mascarade à Saint-Pétersbourg. Lorsque ce portrait a été créé, bien évidemment, des bals étaient très à la mode. Et là, on voit un costume spécial pour le carnaval. Karl Brulov a beaucoup aimé ce type de beauté. Il l'a appelé la beauté italienne. Elle l'a appelée divinement belle.
Et on voit bien évidemment son image, l'image de Yulia Samoylova, dans beaucoup de ses tableaux, dont Le dernier jour de Pompée. On voit sur ce portrait, à côté d'elle, son élève, Amalia Pacini, la fille du compositeur italien Pacini. Parce que Yulia Samoylova a passé beaucoup de sa vie en Italie. Il a adoré l'Italie ainsi que l'opéra. Elle était l'une des femmes les plus riches en Russie et elle a investi beaucoup dans les actions caritatives en aidant les compositeurs et les chanteurs. Donc, on continue. Dans cette salle, vous pouvez voir les tableaux de Ivan Konstantinovich Ayvazovsky, connu tout le monde dans notre pays. Presque toute sa vie, il a consacré au paysage maritime. Son biographe, Ivan Zaitini, a écrit la lettre en lui posant la question: combien de peintures vous avez fait pendant votre vie? Il a dit: je ne peux pas vous donner la réponse exacte, mais à peu près 6000. Parmi les œuvres les plus connues, bien évidemment, c'est le tableau La 9e vague. Parmi les marins, il existe une légende que pendant le mauvais temps, la tempête, la plus compliquée et la plus puissante est la 9e vague. Et c'est si on peut faire face à cette 9e vague, c'est toujours l'espoir au sauvetage. Lui-même, il a eu un naufrage lorsque son bateau s'était presque écoulé et plusieurs jours, il n'y avait aucune nouvelle sur ce qui s'est passé avec son bateau, son navire. Et en mémoire de ces événements, il y avait cette peinture, bien évidemment, a été créée. Le navire lui-même s'est déjà écroulé, mais plusieurs personnes ont réussi à se sauver en se tenant sur le mat, mais ils ne savent pas encore s'ils peuvent survivre si le temps change, ils pourront avoir de la chance. Et maintenant, on voit sur ce tableau les premiers rayons de soleil et qui voulaient donner cet espoir-là à ces marins. Et là, on voit très bien en arrière-plan que cette vague, là, la 9e, elle passe à côté de ces marins. Et la 10e vague, en fait, elle peut les toucher directement, mais quand même, elle est moins puissante. Le sujet maritime restait l'un des sujets populaires, pas uniquement pour cet espace-là, mais aussi pour toute époque de romantisme du 19e siècle dans d'autres pays. On continue à faire connaissance avec l'œuvre d'Ayvazovsky. Et là, vous voyez la vague, le tableau. Si la 9e vague, on a vu l'espoir pour le sauvetage des marins, là, malheureusement, il n'y a plus d'espoir. On voit ce point de vue de bas en haut. On voit on voit le bateau qui est en train de s'écrouler, mais c'est pas uniquement le destin des personnes qui sont en train de mourir qui touche, mais c'est en effet la tempête, le mauvais temps et toutes les conditions météorologiques qui impressionnent. Avec de l'huile, elle pouvait décrire comme avec de l'aquarelle. Vous voyez des couches très très fines sur ce tableau. Parfois, il pesait grâce à ces couches très fines. Il a réussi à donner l'impression aux spectateurs, notamment des masses de cette eau qui tombe sur les marins. Le musée russe, c'est la collection unique des œuvres des peintres russes. Parmi eux,
il y a un peintre, élève de Karl Brylov, Pavel Fedotov. C'était Pavel Fedotov qui a été appelé le fondateur de peinture de genre en Russie. Parfois, il s'appuyait sur l'œuvre des peintres hollandais. Parfois, il prenait comme base les graphiques d'un peintre anglais, Howard, et il faisait des peintures de genre qui parlaient de la routine de vie de personnes. Là, on voit une nouvelle classe sociale qui est décrite sur ce tableau qui s'est développé ici. Ce tableau-là, devant vous, est intitulé Demande en mariage du major. La dame qui porte une robe rouge, c'est une marieuse qui a trouvé un fiancé, la fiancée et vice-versa. Et elle parle au père de fiancé que le fiancé est arrivé. Et derrière son dos, on voit le fiancé. Et où réside l'ironie? Et en fait, le fiancé est un noble qui a complètement perdu tout son argent. Peut-être il a tout perdu dans ses cartes et peut-être il n'a rien plus d'autre sauf que son titre de noblesse. Et peut-être ses moustaches qu'il touche devant le miroir. Et on voit qu'à côté de ce fiancé qui n'est plus jeune, on voit le mur qui est tout à fait nu. Qui veut dire aussi symboliquement que le fiancé n'a rien derrière lui. Il est bien évidemment très attendu. Ils sont ravis de le voir. Au milieu de cette peinture, on voit la fiancée. On a trouvé pour elle la robe la plus élégante, très à la mode. Elle a beaucoup de bijoux sur elle. Elle essaie de s'enfuir, pas pour la raison de sa non-volonté de voir le fiancé, mais parce qu'elle l'a vu dans les romans français. Et là, si on voit la position de ses mains, elle dit « Ah mais non, mais laissez-moi ». Et là, on voit toutes les personnes attendant ce fiancé, mais quand même un seul personnage qui est tout à fait indifférent à tout ce qui se passe là, et c'est un chat qui est assis là en premier plan. Elle se lave. Il se lave, ce petit chat, parce que en Russie, on a un aphorisme. Lorsque le chat se lave, elle appelle les invités et on voit cet invité, le fiancé, qui est arrivé. Et au 19e siècle, on voit cette alliance de deux couches sociales différentes, de la noblesse et des marchands aux négociants. Là, on voit la servante qui a mis un gâteau spécial appelé koulebaka sur la table et à côté, sur la chaise, on voit bien évidemment des objets qui ont été utilisés dans la noblesse. Par exemple, la bouteille et deux verres pour le champagne. Et encore un petit détail qui fait écho à la peinture hollandaise. Là, vous voyez la table couverte d'une table, la table blanche couverte d'une nappe. Et là, on voit une assiette avec du raisin que les peintres hollandais ont beaucoup peint. On peut présumer que le fiancé, après le mariage, aura son titre de noblesse. Et puis, de son côté, lui, il aura tous ses avantages des marchands. Et il y avait beaucoup de peintures qui ont été décrites au même sujet. À part Fedotov, un autre peintre bien connu, Alexei Venetianov, qui travaille aussi sur le même sujet.
C'est le peintre du monde des paysans. Il était parmi les premiers qui a commencé à peindre sur ses toiles cette couche sociale. Il n'était pas très intéressé à peindre les tragédies, les malheurs des paysans. Il était plutôt intéressé par d'autres sujets. Il voulait représenter une sorte de monde idéal, élégie, une certaine élégie des paysans qu'il construit sur ses toiles. Donc, sur ce tableau, aire de battage, il enlève un mur. À quoi bon? Pour avoir plus de lumière, pour que la lumière puisse percer tout l'espace de cette aire de battage, avec tout le jeu de l'air, de lumière. C'est ce qui intéresse l'artiste. Et il n'est pas le seul. Les artistes du 19e siècle sont vraiment très intéressés à ce jeu de lumière qui est très bien représenté sur ce tableau-là. Nous la voyons glisser sur les murs en bois de l'aire de battage avec cette couleur dorée du bois. Les paysans sont placés comme des figures de staffage, comme s'ils jouaient un certain rôle, comme s'ils étaient figés avec leurs mouvements très lents, euh, donnant son charme à ce tableau. Au premier rang, nous voyons par exemple une paysanne dans une robe bleue avec une coiffure rouge, avec ses mouvements, encore une fois, très lents, très gracieux, ce qui donne une impression très particulière de l'espace, comme si les figures se trouvaient en plein air. Et Vénitianov était parmi, encore une fois, les premiers des artistes russes qui s'intéressent aux paysages de campagne, donc en recréant cette ambiance de l'été à la campagne. Vénitianov était aussi un très bon portraitiste. Très souvent, ils utilisaient les couleurs pastel avec la technique toute particulière. Les pastels étaient très sollicités dans l'art européen au XVIIIe siècle. Et donc au XIXe siècle, Vénitianov l'utilise très souvent en créant de nombreuses œuvres, de nombreuses images, aussi des paysannes surtout. Il avait une sensibilité extraordinaire de la couleur, comme nous le voyons sur ce portrait d'une jeune fille. Et puis, sur un autre tableau du même peintre, Vénitianov, qui s'appelle Les Faucheurs. C'est quelque chose de très poétique. C'est encore une fois ce monde poétique que le peintre recrée, mais encore une fois, notez bien la délicatesse des traits de visage, la combinaison des couleurs, l'impression que ça donne de la robe, du collier sur le cou de la jeune fille. Et le moment probablement le plus délicat, nous voyons que le jeune homme a un regard très attentif. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde les mains de la jeune fille avec les papillons. Les papillons comme le symbole de quelque chose d'éphémère, comme aussi le symbole de l'âme humaine qui devient le centre du sujet du tableau. Donc, nous revenons dans le vestibule d'apparat après avoir vu les œuvres les plus connues qui se trouvent à l'étage d'apparat. Donc, au palais, l'étage, c'était vraiment l'étage de parade. On l'appelait bel étage. Et donc, maintenant, nous allons descendre au rez-de-chaussée où sont représentées les œuvres d'art de la deuxième moitié du 19e siècle.
Les artistes Vénitianov et Fedotov, donc l'un qui était le fondateur de la peinture de genre, Vénitianov, qui a découvert ce monde de la campagne. Et dans les années 60 du 19e siècle, il y a aussi une nouvelle génération des peintres, des artistes qui arrivent, pour qui ce sont surtout les sujets sociaux qui sont importants, influencés par Nikolai Tchernyshevsky. Tchernyshevsky qui était à l'origine des discussions portant justement sur la condition sociale. Et l'une des questions aussi qu'elle a posées, quel genre de réalité fallait-il représenter dans l'art? Et une autre idée exprimée par plusieurs philosophes de l'époque, euh, plus nombreux seront les péchés représentés sur les tableaux, moins nombreux ces péchés seront dans la vie. Alors c'est comme ça que le réalisme critique est né dans la deuxième moitié du 19e siècle avec Vassili Perov parmi ses fondateurs. Donc le tableau, le repas de monastère, nous raconte justement une histoire des péchés que l'artiste essaie de combattre. Alors le sujet du tableau, qu'est-ce que c'est? Les serviteurs, les gens qui sont censés servir aux dieux, en fait, sont envahis par les péchés. Nous voyons la table couverte par les repas, les plats, avec les hauts représentants des moines. Il y a un personnage qui se tourne vers le serviteur. Le serviteur essaie d'ouvrir la bouteille, et puis la figure du centre, un gros monsieur, un autre moine à côté de lui qui lui raconte apparemment une blague où il se plaint. On voit de nombreuses bouteilles, des fruits, des repas exquis sur la table. Au fond, il y a une autre table avec des moines, mais apparemment plus simple dans la hiérarchie religieuse. Et sur leur table, il n'y a rien. La table est vide. Et les moines noirs, comme on les appelait, ils tournent leur tête et regardent la table bien chargée de leur supérieur avec envie et colère. En même temps, nous voyons qu'il y a des invités qui arrivent. Il y a le général avec sa jeune femme qui entre dans la salle. Et donc, ce petit vieux monsieur et sa belle femme sont invités à passer à la table avec un parapluie, avec un châle. Mais vous voyez le geste de sa main qui est très caractéristique. Elle, comme si elle se détournait en fait du moine qui les invite. Elle n'est pas très contente et toute la composition du tableau est très intéressante. Elle commence à cet endroit-là. Là, on voit d'abord la famille avec les enfants, puis on voit le groupe du général avec son épouse, puis on voit, si on fait un petit rond, on voit le Christ sur la croix, et puis à travers un moine qui demande de se dépêcher son servant, nous, en faisant ce tour-là, on voit de nouveau la personne qui fait de la prière. Ainsi, nous comprenons la vie, la routine, pas uniquement d'un monastère, mais la vie d'une personne ordinaire. Et là, elle s'est battue contre les péchés. Il croyait le plus de péchés sont décrits sur le tableau, le moins on les aura dans sa vie. Et puis, toute son attention a été attirée sur les aspects sociaux.
Il fallait toujours démontrer le travail intérieur de l'âme d'une personne. Donc, dans la peinture de la deuxième moitié du 19e siècle, la lumière ne jouait plus un rôle important. L'un des peintres principaux de cette époque-là, était Kramskoï, mais aussi Perov. Dans la collection du musée russe, il y a des tableaux de Kramskoï qui étaient à l'origine de la communauté des peintres itinérants ou d'expositions itinérantes. Cette communauté existait pendant plus de 40 ans. Bien évidemment, ils ont fait un grand pas en avant dans le développement de l'art russe. Kramskoï, étant diplômé de l'Académie des Beaux-Arts, a été un candidat pour l'obtention de la médaille d'or, dont l'un des avantages était un voyage gratuit à l'étranger de 6 mois. Et puis, ils ont demandé le président de l'Académie de leur autoriser à préparer leur diplôme, leur travail de fin d'études sur le thème libre. Mais d'habitude, le travail de la fin d'année était soit le sujet de Bible ou un autre. Mais là, les étudiants ont choisi un sujet assez aigu et perplexe, mais malheureusement, ils n'ont pas attendu la décision du président. Et juste, ils ont quitté l'université et on l'appelait après dans l'histoire, si vous voulez, l'insurrection des 14, et dont le leader était Kramskoï. Kramskoï a pris part dans l'histoire artistique créée par Tretiakov, un collectionneur et mécène très connu. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, le portrait d'Ivan Shishkin est le premier parmi tous ces portraits de cette galerie. Shishkin est un ami qui travaille dans le même style que Kramskoï, un paysagiste. Et le paysage était l'un des styles très puissants de la deuxième moitié du 19e siècle. Et devant nous, vous pouvez voir l'image extraordinaire. Il y a rien qui nous empêche. Vous voyez le fond clair sur lequel on voit la figure emblématique des cheveux librement coiffés, puis une barbe longue. Là, on voit une image d'un artiste peintre de Bohême qui a été créé par Kramskoï, et Kramskoï nous a dit dans cette peinture que bien évidemment les yeux sont l'âme du visage d'une personne, et il les a décrits avec tous les détails précis, et on peut voir même dans de petits clins d'œil, même dans de petits angles, on voit sa vision et son émotion en ce moment. Puis on passe à la deuxième salle. On passe la créateur de paysages épiques. Donc, ce sont des bélines, des récits sur les bogatyrs, très détaillés. Ce récit est très détaillé et chaque peinture de Shishkin. Et bien évidemment, la peinture la plus connue était le bois. Chaque peintre a sa saison de prédilection. Pour Shishkin, c'était l'automne, bien évidemment. Pour beaucoup de peintures, c'était plutôt l'automne. Mais pour Shishkin, c'était l'été, mi-été plutôt. C'est pour ça, parmi ces peintures, on voit beaucoup de saisons estivales. Là,
Ce bois que vous voyez était peint pas loin de Yelabuga. Et on l'appelle le bois des bateaux parce que les pins que vous voyez, ils sont utilisés pour la construction des bateaux et des navires, des mâts de navires. Et puis, la décision a été prise de couper tout ce bois-là de bateau. On voit très bien les rayons de soleil, ce ciel-là, et pour sauvegarder la mémoire de ce bois de bateau, il a pris la décision de la mettre sur la peinture. Et là même, on voit ce petit pont qui a été détruit par un homme. Là, on voit que c'est plutôt midi. Il fait très chaud. Et ce petit lac que l'on voit en premier plan, il est asséché. On voit très bien le fond du lac. On voit de toutes petites pierres. Grâce à ce petit pont fait à la main, on peut traverser d'un rive à un autre. On peut se promener en se promenant même avec nos yeux. Il a étudié de toutes petites nuances. Il a décrit avec de tout petits détails les arbres. Même la croûte, l'écorce d'arbres aussi. Et ce ne sont pas de petits fragments, mais c'est l'harmonie. C'est le son très beau. Et faites attention aussi aux ombres des pins qui imbibent avec la lumière et avec l'air à respirer. Et imbibe tout ce tableau avec ses émotions. Et il a fait des bois pas uniquement de pin, mais aussi de beaucoup d'autres arbres de sapin, des chênes par exemple. Et chêne était l'un des arbres préférés à peindre. Là, vous voyez devant nous les chênes. J'attire votre attention à la composition de ce tableau. Les chênes sont très puissants et on ne voit pas leur sommet sur ce tableau. Il les coupe par le cadre du tableau en mettant en lumière la puissance de leur tronc. Et là, on voit quand même l'influence des impressionnistes français. L'une des méthodes qui a utilisée aussi, on le voit avec l'écorce de ces arbres et puis avec de l'herbe. On voit de toutes petites nuances à chaque petite herbe et à l'ombre qui tombe. Et on voit ce petit pont-là, cette nuance des couleurs plus chaudes aux couleurs plus froides. Grâce à ceci, le tableau devient monumental, très puissant. C'est la beauté et la puissance et l'épanouissement de nature qui est mis en lumière. Ces pas ont été suivis par le fameux peintre russe Ilya Repin. Ilya Repin, artiste peintre éminent de la deuxième moitié du 19e siècle. Parmi ses tableaux les plus connus, et bien évidemment les Halles sur la Volga. C'était son premier tableau indépendant après l'obtention de son diplôme de l'Académie des Beaux-Arts. Pendant l'un de ses voyages sur la Volga, Repin a vu les Halles. Cela lui a beaucoup impressionné. Il a fait une petite étude des esquisses et des croquis.
Puis, il a reconnu cette étude comme l'étude qui n'a pas été réussie, mais cette étude-là, ce croquis, il a quand même le poussé de faire un autre voyage sur la Volga pour retrouver de vrais halleurs. Il a passé tout l'été sur les rives de la Volga pour retrouver les personnages, des types qu'il fallait mettre au cœur de cette peinture. Et après l'été, il a passé tout un mois là-bas et puis il commence à peindre ce tableau. Comme lui-même, Repin l'a dit, 11 à l'heure, il 11 à l'heure, ils piétinent la terre avec leurs pieds. Là, on voit la personne au premier plan couverte d'un foulard. Repin a laissé des mémoires très connues, le proche éloigné. Et dans ces mémoires, il nous dit que sur les rives, il a réussi à avoir un halleur qui lui a rappelé un philosophe antique avec un foulard sur la tête et en même temps un tout petit foulard sur la tête. Mais lui-même, sa figure était toute puissante. Il a fait bien évidemment sa connaissance à ce halleur. Et lui, il a commencé à s'arranger avec lui pour lui poser. Mais ses amis, quand même, se moquaient de lui. Mais de toute façon, le halleur lui a donné son accord, mais lui a donné son accord d'être posé, d'être un personnage de vif uniquement pour le retour. Quand il sera sans poids. Et son visage, après le retour, n'était plus puissant comme il l'avait au début. Après le retour, il était tout à fait épuisé. Mais le peintre lui a donné, lui a tenu sa promesse. Il a tenu sa promesse et il a fait la peinture après. Et lui, après, on l'a vu qu'il était prononcé de vœux pour devenir moine. Et à côté de lui, on voit une autre personne aux yeux bleus. C'était un métier tout à fait romantique. Évidemment, il y a beaucoup de personnes, on peut les suivre. Les halleurs, parfois, elles ont donné leur nom. S'ils n'ont pas voulu donner leur nom, elles pouvaient donner juste leur surnom. Ils ne leur ont jamais posé des questions privées. Et puis, en soirée, bien évidemment, elles se partageaient de petites histoires. Et on connaît que l'un des écrivains très connus, Alexander Green, a quitté sa maison à l'âge de 14 ans et puis il a fait son travail avec les halleurs. Et là, on voit Larka, un adolescent de 14 ans. Là, elle est très fâchée contre son voisin qui n'avait plus de force. Donc, il a fait affaiblir la bretelle. Lui, il n'était pas à l'heure, Larka. Mais Repin est devenu ami de Larka et ainsi il a mis aussi sa figure dans cette peinture-là. Donc 11 à l'heure que vous voyez, tout à la fin, vous voyez un type très intéressant, on le voit au profil. Tous les amis de Repin croyaient qu'il était grec parce que son profil est tout beau. Peut-être ce n'est pas par hasard que Repin lui a peint en profil, ne pas en face. C'était au début des années 70 du 19e siècle et que cette peinture a été créée. Et aujourd'hui, on voit un portrait de groupe, un portrait collectif de paysans russes. Et malgré le travail de caractère très, très difficile, bien évidemment, travail physique. Chacun de ces halleurs est une vraie personnalité. Et on voit cette personnalité grâce au pinceau de Repin. Il est bien évidemment le maître du portrait psychologique.
L'autre chef-d'œuvre qui a aussi trouvé sa place au sein du musée russe. Là, vous voyez le tableau qui est intitulé Zaporog. Ce sujet-là, bien évidemment, touchait Répine pendant toute sa vie parce qu'il est né dans la ville Tcherbouïev, dans la région de Kharkov. Cette peinture appartient à celles qui sont les plus connues. Un jour, pendant le déjeuner, Répine a été invité. Il a entendu lire une lettre dans Zaporog. Il existe une légende selon laquelle, au XVIIe siècle, le sultan de Turquie, Magomed IV, a envoyé la lettre aux Cosaques de Zaporog et en le proposant de passer à son service. Pour les Kazakhs de Zaporog, la liberté était au-dessus de tout. Et être au service d'un sultan turc voulait dire de perdre cette liberté. Et ils ont envoyé une réponse au sultan turc. Ils se sont moqués dans cette lettre d'un sultan. Et en effet, cette lettre, on avait pu retrouver dans chaque famille ukrainienne. Je crois que ce sont juste les amateurs de l'histoire ukrainienne qui ont peut-être un peu exagéré et ont créé cette histoire-là. Mais Répine, quand même, a été passionné de cette histoire-là. Et c'est ainsi qu'il a vu cette histoire-là. Vous voyez les Cosaques qui ont habité les Zaporogues qui ont habité sur l'une des rives de Dniepr. Et là, ils ont commencé à réfléchir à leur réponse. Là, vous voyez devant vous au premier plan un homme avec deux nus. Et lorsque ses amis ont commencé à jouer jouer des cartes. La personne qui est escamateur au premier plan, ses amis, ils ont quand même insisté sur le fait de le déshabiller pour qu'il fasse pas pour qu'il triche pas. Là, à côté, vous voyez la personne qui écrit, c'est la personne la plus respectée parce qu'il sait écrire. Après, un nom. Vous allez voir un homme qui fume la pipe. C'est l'ataman, Ivan Serko. Là, vous voyez un regard très rusé. Il observe les Cosaques, comment ils réagissent à tout ce qui se passe. Derrière Ivan Serko, on voit l'autre Cosaque sans dents de devant. Il rit et il montre avec son doigt quelque part derrière, comme il condamne le sultan turc. Pour travailler là-dessus, Répine étudie l'histoire des Zaporogues. Et il commence à faire la collection des objets des Zaporogues. Là, le jeune homme avec le dos nu, on voit sur ses genoux l'instrument musical qui s'appelle bandura. Puis on voit des objets pour le vin, des fusils, qui étaient aussi dans la collection de Répine. Et il a voulu montrer aussi un élément très intéressant à travers un sourire ou la manière de rire. Et si on regarde ce tableau, chacun rit à sa manière. Mais le rire éclatant, c'est chez le vieux Cosaque. On voit ce Cosaque dans des habits rouges et chapeau de l'époque blanche, bonnet en peau de mouton. C'est une image
vraiment extraordinaire, même pour cette époque-là. Il y avait plusieurs personnes qui sont arrivées en même temps de poser. Il peignait des portraits de plusieurs personnes. Puis, d'une des personnes, il a pris en image le nez, de l'autre personne les yeux, et puis il a créé une image collective. Tout ce qu'il a vu dans sa vie, il a pu faire réaliser après dans sa peinture. Et là, par exemple, on voit son fils, il a fait couper de la même manière pour que la nature soit toujours à côté et il a pu travailler sur le vif. Et cette peinture a été prête et le tableau a été racheté par l'empereur Alexandre III pour sa collection. Il était un honneur bien évidemment de vendre la peinture à l'empereur et les aporogues ont trouvé leur place importante dans ça. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons fait connaissance avec les chefs-d'œuvre les plus connus qui sont conservés, qui font partie de la collection du musée russe, les tableaux qui sont connus à tous les visiteurs. Nous vous remercions de votre attention et nous espérons que nous allons nous revoir dans l'avenir. Merci beaucoup, Valentina. Chers amis, merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Nous espérons que vous avez bien aimé cette visite virtuelle et que cette visite vous a permis de découvrir cet épanouissement et aussi les débuts de l'art russe. La prochaine fois, nous allons poursuivre notre dialogue. Nous allons avancer dans le temps pour découvrir d'autres artistes de la deuxième moitié du 19e siècle, pour découvrir des mouvements très variés, très intéressants, des mouvements artistiques qui se sont développés en Russie à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et nous allons passer dans un autre bâtiment du musée russe, le bâtiment Benoît, pour donc découvrir aussi l'art du 20e siècle. Et nous allons encore une fois être guidés par Valentina Gorlova. Donc, suivez, s'il vous plaît, nos annonces. Inscrivez-vous à nos prochaines rencontres et vous pouvez également voir l'enregistrement de la rencontre de ce soir sur YouTube, sur la page Facebook de la Maison russe à Bruxelles et aussi sur la page du musée virtuel russe. Cet enregistrement sera donc sauvegardé en langue russe et française. Et je vous rappelle que sur les mêmes pages et sites, vous pouvez regarder les enregistrements de nos rencontres passées. Encore une fois, merci de votre attention. À la prochaine fois. Et bien sûr, si vous avez des questions, moi-même et Valentina auront le plaisir d'y répondre. Vous pouvez soit les écrire sur le chat maintenant, ou vous pouvez nous écrire directement via le site Le Musée russe virtuel. Nous avons donc une page avec une adresse mail, une adresse électronique. Donc, si vous êtes intéressé par quelque chose plus particulièrement, nous allons bien sûr vous répondre. Bon, là, je pense que c'est tout. Merci encore de votre attention. Merci de vos paroles, de vos remerciements que nous voyons sur le chat. Encore une fois, merci à Valentina Gorlova, responsable du département des visites et des conférences du musée russe. À la prochaine fois, cette année de l'anniversaire du 125e anniversaire du musée russe. Vous serez toujours les bienvenus. À la prochaine fois. Merci. Au revoir.